Bonjour, je suis Jules Pierre de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Aujourd'hui, on va avoir une discussion avec Blaise Arbouet, qui est un expert en cybersécurité, dans notre publication qui s'appelle À l'image. À l'image, c'est une initiative de la Jeune Chambre de commerce haïtienne où on partage l'expérience d'experts pour inspirer les jeunes professionnels ou toute personne qui se trouve dans le domaine. Donc, Blaise, bienvenue. Donc là, Blaise, pour commencer, je vais te laisser te présenter un peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, Merci Jude de l'invitation. Merci pour l'invitation que tu me fais pour enregistrement ce podcast avec toi. Euh, ben, Comme tu l'as dit, Blaise Arbouet, j'ai quand même plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le TI, principalement en cybersécurité. Donc, j'étais toujours passionné par les technologies de l'information autour des années 80, Ok. 2000. Wow. C'est sûr que ça a évolué avec le temps aussi parce que les enjeux de 2000 et les enjeux de maintenant ne sont plus les mêmes. Donc, j'ai travaillé dans pas mal d'institutions, que ce soit pour administrer ou pour mettre en place de grandes infrastructures de systèmes et de réseaux. Et puis, j'ai fait le switch vers la sécurité surtout en 2012. Euh, Est-ce qu'il y avait une raison spécifique pourquoi tu es allé vers la cybersécurité en 2012? Parce que j'ai l'impression que c'est devenu un sujet populaire durant les dernières années avec plusieurs attaques qui ont eu à Montréal. Mais en 2012, qu'est-ce qui a poussé à aller vers la cybersécurité? Ok. Pour répondre spécifiquement, je peux dire que c'est pas un cas typique, c'est-à-dire que c'est pas tous les gens rentrent pas en sécurité en suivant un même modèle. Mhm. Il y a quelque chose là que je vais dire que probablement je dis pas régulièrement Ouais. à voix Ah, haute ouais. ou dans toutes les sphères. C'est que moi aussi j'ai été policier. Ok. Je suis rentré à la police dans les années 95, comme Ok. beaucoup d'Haïtiens à l'époque. Ok, 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 C'est-à-dire, ok. c'est quand même quelque chose qui a influencé mon présent comme aussi mon futur. Parce que, écoute, ayant une formation de policier à l'époque, c'est sûr Mhm. que ça m'a influencé de la façon de voir les choses, de la façon de me comporter dans la vie, de la façon de me comporter dans la société. Mais c'est quand même une période assez cool de ma vie parce que je suis pas Mhm. resté longtemps dans l'institution comme Yeah. beaucoup d'autres. Ok. J'ai fait 5 ans dans l'institution et puis après, j'ai switché pour aller faire des études en informatique à l'époque. C'était en Haïti. Donc, pour retourner à la question, c'est que d'abord, j'ai un passé d'enquêteur Ok. qui me permet encore de rester là-dedans. Et puis après, je peux aussi ajouter une deuxième chose. Bon, là, je suis quand même, je suis arrivé à Montréal quand même vers les années 2009, Ok. je peux dire. Quand tu arrives dans un nouveau pays, il y a quand même des enjeux, des défis. Yeah. Moi, quand je suis arrivé ici, je vous dis tout de suite, je ne le cache pas, c'est que mes diplômes n'ont pas été reconnus. Ok. Donc, il fallait aussi que je retourne, comme beaucoup d'autres, aux études. Ok. Ouais. Mais étant donné que déjà, j'avais quand même un bon bagage dans les TI, je me suis dit aussi, pas la peine de retourner aller faire des formations complètement ou à nouveau dans les TI. J'avais quand même la base, j'avais déjà aussi les certifications à l'époque dans l'administration des réseaux et des systèmes. Mhm. Pourquoi ne pas aller en sécurité? Donc, Ok. une deuxième raison, c'est que je voulais continuellement rester dans les TI, mais aussi de chercher ou d'identifier l'enjeu dans les TI à l'époque qui marchait, qui fonctionnait, et c'était la sécurité. Et puis, une des meilleures écoles aussi à Montréal qui lançait les formations en sécurité des réseaux, c'est l'école polytechnique. Et puis là, j'ai fait une admission à l'école pour aller apprendre aussi au niveau académique. Mais je pense qu'avant l'enregistrement, on discutait par rapport à ça et puis tu m'expliquais qu'il y avait une différence entre technologie de l'information et la cybersécurité et c'est pas forcément une bonne chose de les intégrer ensemble. C'est quoi la raison derrière ça? OK.
En général, les gens qui vont... Il y a pas vraiment un profil typique pour quelqu'un d'aller en sécurité. Par exemple, là, moi, je peux vous dire tout de suite, c'est que il y a des gens qui sont dans le milieu légal qui vont en sécurité, cybersécurité. Il y a des gens qui sont dans les finances, ok? Il y a des gens comme moi qui ont aussi un profil technique. Il y a aussi des gens, comme je dis, aussi qui étaient dans les forces de l'ordre, policiers, de l'armée, et puis après qui sont devenus spécialistes en cybersécurité. Donc, quelqu'un qui a un profil technique, qui comprend comment fonctionnent les réseaux et les systèmes, c'est plus facile pour cette personne-là d'aller les sécuriser après. Donc, pour revenir à ta question de tantôt, là, c'est que il faut séparer les deux parce que tout simplement, la cybersécurité ou la sécurité des TI, c'est le domaine dans les technologies qui vient vérifier c'est quoi la conformité, est-ce que la façon dont on installe les serveurs c'est fait de façon correcte, est-ce que la mise à jour sur les serveurs c'est fait aussi de façon correcte. Donc, quand j'ai dit qu'il faut les séparer, c'est parce que tout simplement, la personne qui administre ou qui installe les réseaux, malheureusement, cette personne-là, son rôle principal, c'est de juste rendre le système fonctionnel. Mais son rôle principal, c'est de ne pas les sécuriser. Tandis que le spécialiste de sécurité, c'est quelqu'un qui vient pour voir est-ce que l'installation de cet administrateur de réseau ou de système-là est conforme. Est-ce que, en installant les systèmes, on a répondu aux bonnes pratiques de la sécurité. Donc, il faut les séparer parce que tout simplement, je ne dis pas pour autant que quelqu'un qui est administrateur de réseau et de système ne suit pas les bonnes pratiques en sécurité, mais cette séparation est importante parce que c'est la personne qui est responsable de la sécurité qui vient voir est-ce que ce que fait la personne des TI le fait de façon correcte, de façon normale. C'est plus qu'un auditeur, c'est-à-dire, je viens voir c'est quoi les risques dans ton système là que tu n'as pas tenu compte et qu'il faut aussi adresser. Mais je comprends un peu ce que tu dis. Moi, j'ai une formation en comptabilité, donc je suis comptable en entreprise, mais à chaque fois, il y a un auditeur qui vient pour s'assurer qu'on ne fait pas les transactions n'importe comment pour assurer la fiabilité au niveau des états financiers et tout ça. Mais est-ce que, mettons là, pour s'assurer que c'est la même longueur d'onde, mais en quelques mots, la cybersécurité, c'est quoi en fait? Ok. Quand on parle de cybersécurité, on parle beaucoup de la sécurité des réseaux ou la sécurité de l'Internet. Quand on parle de réseau, là, on fait allusion surtout au réseau public. Cybersécurité, l'objectif principal, c'est de s'assurer que les systèmes qu'on installe, on a mis en place des objectifs ou des moyens pour assurer trois choses qu'on appelle les propriétés de l'information. C'est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, dès qu'on met en place un système, il faut s'assurer que ce système-là, on va mettre en place toutes les mesures de contrôle pour que ça respecte la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Peut-être dans le cours de la conversation, on pourrait aller un peu plus de détails là-dedans, mais l'objectif de la sécurité des systèmes, c'est d'assurer ces trois propriétés-là. Ok, je comprends. Donc, c'est en sorte, on pourrait dire, c'est que si par exemple, moi, je crée un système informatique ou je crée une application, de nos jours, je vais m'assurer que l'application est toujours disponible, que ça protège l'information des gens qui les utilisent et en même temps aussi que ça respecte les règles conformes au point de vue TI, je pourrais dire. Exactement. Par exemple, là, dépendant ça peut être un individu aussi, ça peut être comme une PME, très PME, comme on dit là, dans le langage, ou aussi des grandes institutions. Là. On a chacun nos responsabilités. Par exemple, Gilles, toi, tu es président de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. La Jeune Chambre de commerce haïtienne a un site web. Yes. La Jeune Chambre de commerce haïtienne va aussi utiliser des sites web. Yes. On n'est pas une PME en soi qui va dire on va faire beaucoup d'argent, on va faire des rentrées, il faut aussi protéger l'information de nos clients. Mais en tant que Jeune Chambre, aussi, il faut qu'on s'assure que notre site web aussi, il est protégé aussi contre les attaques, contre les acteurs malveillants. Qu'est-ce qui arriverait demain, juste si par exemple, le site web de la Jeune Chambre de commerce se fait pirater et puis c'est un acteur malveillant, c'est un activiste qui a mis, par exemple, qui a remplacé la première ou la page web par défaut de l'organisation comme une page qui fait la promotion, je ne sais pas, des actes de vandalisme, de n'importe quoi. Okay? Donc,
c'est de nous assurer aussi que ce site-là il est protégé. Mais heureusement, en tant qu'institution ou en tant qu'organisation, en tant qu'ONBL, probablement, ou des fois, on n'a pas les moyens aussi de mettre en place des systèmes robustes pour protéger nos systèmes. Mais le site web, si par exemple il est hébergé chez GoDaddy, est-ce que tu es au courant que GoDaddy aussi vend des services qui peuvent protéger le site web, des services de sécurité qui peuvent protéger le site web contre les attaques par données de service, contre les attaques suivant l'indisponibilité. Donc, aussi, on a notre due diligence, un terme qu'on utilise beaucoup en sécurité, qui dit c'est quoi notre responsabilité? Notre responsabilité, est-ce qu'on la prend quand il faut aussi sécuriser ce système-là? Donc, en fait, une attaque, c'est pas forcément quelqu'un, je pourrais dire, mettons, si quelqu'un attaque notre site web, c'est pas forcément que cette personne va forcément utiliser pour publier des informations violentes, mais ça peut être que la personne publie une information qui n'est pas en accord avec la mission de la jeune chambre. Exactement. Donc, à du moment que cette information n'est pas en accord avec la mission de la jeune chambre, mais ça n'a pas été initié par la jeune chambre, donc je peux considérer que notre site web a été hacké d'une certaine façon. Donc là, ça, avant qu'on rentre dans les attaques sont très populaires d'une certaine façon et ces temps-ci. Et je voulais savoir, c'est que, mettons, moi, j'ai fait des études en comptabilité, et puis là, je dis, écoute, je vais aller en cybersécurité. Est-ce qu'il y a des éléments de base que quelqu'un doit avoir pour cheminer dans une carrière dans la cybersécurité? OK. Par exemple, si toi, tu es un comptable, tu viens de la profession de la comptabilité, c'est-à-dire probablement tu as un CPA ou probablement tu as déjà un bac en comptabilité. Moi, dans les programmes de deuxième cycle, je suis aussi à l'université, il y a des programmes de deuxième cycle où on accepte tous les profils. Par exemple, un comptable qui vient en sécurité, probablement c'est quelqu'un qui veut aller s'investir beaucoup plus dans les audits de sécurité. Si je prends par exemple quelqu'un qui vient avec un profil juridique, c'est probablement quelqu'un qui est intéressé à aller voir, parce qu'aussi en sécurité, il y a ce qu'on appelle les cadres référentiels ou les bonnes pratiques, c'est-à-dire il y a des normes qui existent en sécurité. Si je prends par exemple le cas de ISO 27002, qui est une norme de sécurité, il y a aussi le NIS 800-53, c'est des normes en sécurité. Donc, quelqu'un qui a un profil légal peut venir en sécurité pour accompagner les institutions pour voir est-ce que, en tant qu'institution, on respecte aussi les bonnes pratiques. Parce que des fois, certaines institutions, elles ont aussi l'obligation de respecter certaines normes. Par exemple, une institution financière, probablement tu l'as déjà entendu, Gilles, quand on fait les audits comptables dans les institutions, si c'est une institution publique, c'est parce qu'on veut être compliance SOC, par exemple. Eh bien, pour être compliant SOX, ça prend qu'on fasse des audits dans l'organisation. Eh bien, cette personne dans l'organisation peut être quelqu'un qui avait un profil légal et puis qui aide aussi avec ça. Là, en ce moment, là, je voulais, on parle un peu au point de vue économique. Là, en ce moment, la cybersécurité, c'est quelle valeur que ça représente sur le marché en ce moment? Est-ce que Et des fois, avec les athlètes qui viennent, t'entends un peu dans les coulisses, les directeurs en TI ont du mal à faire comprendre aux chefs de compagnie que ça a une très grande importance. Donc là, ils n'ont pas assez de budget pour protéger les informations. Et là, en ce moment, est-ce que ça crée... c'est quelle opportunité ça crée maintenant sur le marché? Écoute là, c'est une mauvaise chose qui peut servir quand même à éclairer les lanternes. Par exemple, les attaques qui arrivent, je pense que c'est une belle occasion que les organisations ont de comprendre que ce qu'on disait dans le passé là, que les attaques c'est possible, on ne dit plus que c'est possible. Il y a un jargon qu'on utilise en sécurité pour dire, ce n'est pas de dire que tu ne vas pas être victime, c'est de dire de préférence, c'est quand tu vas être victime. C'est-à-dire, toutes les organisations sont vulnérables. C'est juste attendre quand est-ce que cela va nous arriver comme institution. Donc, c'est-à-dire, il faut se protéger. Donc, les organisations ont besoin quand même de cadres de gouvernance à respecter pour permettre que la sécurité soit mise au premier plan. Par exemple, dépendant de la taille de l'institution, on n'est pas obligé d'avoir
une grosse équipe en sécurité. Mm. Ça peut être juste à quelqu'un qui commence avec la sécurité tactique ou opérationnelle. OK. Okay? C'est-à-dire, quand on parle de sécurité opérationnelle, c'est la surveillance. C'est-à-dire, on surveille notre réseau à temps plein. On installe des outils pour s'assurer est-ce que les informations dans l'organisation ne sont pas compromises? Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs malveillants qui surveillent nos réseaux aussi, qui essaient de rentrer? Donc, la surveillance réseau permet de faire ça aussi, permet de contrecarrer ça, les attaques malveillantes. On peut aussi aller au niveau tactique, c'est-à-dire, avant même d'atteindre le niveau stratégique, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau tactique pour adresser ces problèmes ou ces enjeux de sécurité? Est-ce qu'on a en place, je ne sais pas, des procédures, des processus, des directives qui disent quand telle chose arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, j'ai dit tantôt que ce n'est pas de se dire si je suis vulnérable, c'est juste savoir quand est-ce qu'un acteur malveillant va rentrer dans mon réseau. Mais maintenant, étant donné qu'on sait que pertinemment on va être victime, mais maintenant, il faut mettre en place, il faut adresser cette question-là en mettant en place ce qu'on appelle, en faisant la gestion des réponses aux incidents. C'est-à-dire, ça c'est un processus. Par exemple, vous dites, quand notre réseau est attaqué, qu'est-ce qu'on fait? Comment on répond? Est-ce qu'on a vraiment une équipe dans l'organisation qui dit, maintenant, comment on va contenir cette attaque-là? Comment on va adresser cette attaque-là? Est-ce qu'on a les outils sur place maintenant? Est-ce qu'on est prêt aussi après avoir contenu l'attaque, de reprendre les opérations? Parce que aussi, si on est victime d'une attaque, on arrête l'attaque, maintenant après, il faut remonter les opérations. Maintenant, comment on organise ça? Donc, un processus de gestion de sécurité peut faire ça. Et puis, si je remonte au plus haut niveau, qui est au niveau stratégique, c'est-à-dire, probablement qu'on n'a pas, toutes les organisations ne sont pas probablement prêtes pour avoir un responsable qui fait la gouvernance de la sécurité. En général, la gouvernance de la sécurité se fait en suivant les cadres référentiels en sécurité. J'ai parlé tantôt du ISO comme aussi du NIST. Ben, ces cadres-là, ces cadres de référence, c'est un ensemble de principes, c'est un ensemble de domaines qu'on doit suivre dans la sécurité pour savoir si on respecte les bonnes pratiques. Maintenant, probablement l'organisation n'a pas une ressource qui est dédiée à faire la gouvernance de la sécurité. Maintenant, les PME qui n'ont pas cette ressources-là dans l'organisation peuvent faire appel à des entités externes qui font juste la gouvernance de la sécurité de façon virtuelle. Il y a un service en anglais, je n'arrive pas à trouver comment on le traduit, qu'on appelle Virtual CISO, ou Virtual Chief Information Security Officer. Ben, c'est des entités qui offrent des services de gouvernance de la sécurité aux PME, pour savoir exactement, parce que c'est la gouvernance qui dicte tout, c'est la gouvernance qui oriente. Donc, dès qu'on a un cadre de gouvernance qui dit voici ce qu'on va adresser suivant un plan stratégique, je ne sais pas, 12 mois, 24 mois, eh bien on sait qu'est-ce qu'on va mettre en place. Eh bien, les organisations externes qui offrent des services comme ça aussi peuvent accompagner les PME pour avancer dans ce dossier. OK. Avant qu'on parle un peu des types d'attaques qui peuvent arriver, des types d'attaques concernant la cybersécurité, je veux savoir, mettons, si moi je suis un entrepreneur, je commence à construire ma compagnie, à quel moment je dois penser à ça? La sécurité? Oui. Oh, la sécurité doit être au départ. C'est comme quand on développe aussi des applications. Dans le passé, on adressait la sécurité après. Maintenant, la sécurité des applications, ça commence en amont, là. C'est-à-dire, dès qu'on a une idée de mettre en place pour concevoir une application, il faut commencer à adresser la sécurité. Bon, il y a un modèle en anglais qu'on appelle SDLC, qui c'est le Software Development Life Cycle, qui dit dans toutes les composantes du développement de l'application, qu'est-ce qu'on fait pour adresser la sécurité. Maintenant, pour une organisation qui va se développer, qui va ouvrir, la sécurité est aussi importante. C'est-à-dire, on va aller dans tel domaine d'affaires, mais il faut savoir exactement quel risque qu'on va encourir en choisissant tel domaine d'affaires. Okay. Par exemple, il y a certaines organisations, dépendant de leur domaine d'affaires, qui sont plus vulnérables que d'autres. On prend maintenant les institutions financières. Pourquoi? C'est les institutions les plus vulnérables. C'est simple. Ils jettent l'argent. Ils jettent l'argent des clients. Donc, les acteurs malveillants aussi, n'oubliez pas, ils ne font pas les attaques pour aller juste la gloire. C'est aussi faire de l'argent. Donc, ils visent les institutions financières aussi pour ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut adresser tout au début. Et puis, continuellement encore,
c'est sûr, ça se fait, mais c'est tout au début. Tout au début. Mais quels sont les types d'attaques les plus populaires en cybersécurité? Alors, c'est énorme là. Je peux rapidement vous faire une courte liste. Tout à l'heure, j'ai parlé des. Quand on fait de la sécurité, c'est pour adresser la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Les attaques, c'est aussi pareil. C'est-à-dire, c'est des attaques qui vont affecter une de ces propriétés-là, ou bien un de ces objectifs-là. Par exemple, si je prends une attaque contre la disponibilité, ok. Par exemple, on prend les attaques qu'on appelle en anglais DDoS, ok, ou attaque déni de service, eh bien, c'est une attaque qui vient rendre le système de l'organisation indisponible. Et quand le système de l'organisation est disponible, par exemple, si c'est un site web, par exemple, qu'on rend le système indisponible, c'est un site web qui fait le commerce électronique du eh bien, l'entreprise ne peut pas faire de vente. Donc, les services sont indisponibles, ne peut pas faire de vente. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'impact, ça peut être l'impact sur la réputation. Ah, on ne va plus faire affaire avec cette institution parce qu'il ne sait pas comment gérer son site web. On ne va plus faire affaire avec cette institution, ça peut être aussi un impact économique. On ne va plus faire l'institution parce qu'il n'a pas géré bien ses risques. À ce moment-là, on va aller vers un autre joueur. Pour la disponibilité. Une autre type d'attaque là qui est très connue cette temps-ci, qui aussi affecte la disponibilité, c'est une attaque par rançon logiciel, ou ce qu'on appelle en anglais le ransomware. Eh bien, c'est une attaque qui exploite une faille, une vulnérabilité dans l'organisation, ça peut être une faille au niveau des équipements réseau, une faille au niveau des serveurs, et puis l'acteur malveillant, quand je parle d'acteur malveillant, on va toujours penser au pirate. C'est une autre façon de l'appeler, ok? Donc, l'acteur malveillant, il rentre, il fait une intrusion dans le réseau, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il encrypte toutes les données de l'organisation. Maintenant, quand il encrypte ces données-là, encrypter veut dire que on protège les données avec un code. C'est comme tu chiffres les données qui sont sur ton disque dur, donc tu protèges avec un code. Maintenant, l'organisation qui a les données chiffrées ou encryptées, il n'y a pas le code. Donc, il ne peut pas accéder à ces données. Donc, il ne peut pas desservir les clients. À ce moment-là, c'est une attaque qui impacte la disponibilité. Je prends un troisième, une attaque contre l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire que l'information a été modifiée par quelqu'un qui n'est pas autorisé. C'est ça qui... Est-ce que c'est ça qu'on appelle le phishing? Ça tombe dans cette catégorie-là, le phishing? Alors, le phishing, c'est une attaque par l'hameçonnage. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver après l'hameçonnage? Le phishing, c'est un type d'attaque qui peut affecter la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité aussi. Par exemple, le phishing ou l'attaque par hameçonnage, c'est un courriel que tu reçois qui là-dedans contient quelque chose. Ça peut être un lien ou une pièce jointe. Maintenant, la pièce jointe, c'est toujours du code malveillant, c'est-à-dire un programme malicieux. Maintenant, si la personne qui a cliqué sur la pièce jointe, et c'est une pièce jointe, par exemple, ça peut être n'importe quoi, là, ça peut être un PDF, ça peut être un PowerPoint, là, c'est juste quelque chose qu'on voit tout le temps là. Tu reçois un PowerPoint ou un fichier Word, quand tu ouvres le fichier, il te dit, est-ce que tu veux modifier le contenu? Étant donné que le fichier était en lecture, maintenant, quand tu cliques pour dire que tu veux modifier le contenu, eh bien, le fichier joint, si c'est un fichier malveillant, quand tu cliques pour modifier le contenu, c'est le programme malveillant que tu installes en même temps sur ces ordinateurs. Donc, tu vois, le programme malveillant qui va être installé sur l'ordinateur, ça peut être un programme dépendant de son objectif pour chiffrer les données ou encrypter les données. Ça peut être un programme malveillant qui crée ce qu'on appelle un backdoor, c'est-à-dire qui crée une vulnérabilité dans le réseau qui le permet de contacter un système à l'externe. En anglais, on l'appelle le command and control, qui crée cette vulnérabilité dans votre réseau qui permet à ton système d'être commandé par n'importe qui de l'externe. Dès que cette personne a accès à ton réseau, il peut faire n'importe quoi. Donc, tu vois, l'attaque par hameçonnage, ça peut affecter... Ça peut aller très loin. Très loin. Si je finis aussi avec un autre type qui conseille maintenant la confidentialité, si par exemple, c'est une PME qui développe un produit, un brevet, on a une licence qu'on a mis en place, et puis, par exemple, ça peut concerner une organisation qui est dans l'aéronautique.
Yes. Ça peut être n'importe quelle organisation qui développe un produit, mais qui veulent garder l'information en privé. Eh bien, si c'est une attaque qui affecte l'information, c'est-à-dire qui prend l'information et qui le partage à quelqu'un qui ne devrait pas avoir accès, c'est une attaque sur la confidentialité. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais on parle beaucoup des régions du monde, je ne vais pas citer de quelle région, mais qui viennent voler de la propriété des données privées dans les organisations canadiennes, juste pour aller voir comment ça fonctionne chez nous et puis pour répliquer, des fois pour sortir une autre solution. C'est ça. Donc c'est plein de choses là. Non, je comprends et je comprends exactement. C'est que c'est sûr qu'avec l'Internet, certaines informations sont plus accessibles et puis, comme tu disais, que une organisation est tout le temps vulnérable. Mais là, le point je pense en ce moment, c'est en train de se changer de manière que c'est plus une question qu'une organisation, toute organisation est vulnérable, mais c'est comme toute personne est vulnérable maintenant en cybersécurité. Aussi. Donc là, certaines grandes compagnies ont compris ça, donc ils ont investi beaucoup d'argent là-dedans. Mettons, des grandes entreprises aux États-Unis, ils ont à peu près dépensé 5 milliards de dollars dans la cybersécurité. Et en même temps aussi, vu qu'il y a ça commence à avoir cette importance-là, ben, il y a beaucoup de startups qui sont là-dedans. Donc, des venture capital en 2018, ils ont investi 5,3 milliards de dollars pour financer des startups dans la cybersécurité. Et le chiffre qu'il fait en ce moment, c'est que 70% des attaques sont dirigées vers des PME et des individus. Et en ce moment, mettons quelqu'un comme moi, là, je pense que j'ai 25 comptes là, dans des applications et ainsi de suite, c'est comment on peut être protégé. Comment on peut être protégé de ces attaques-là en tant que telles. Écoute, si on commence avec les individus, c'est sûr, Jules, on a aussi notre due diligence à faire. C'est-à-dire on doit aussi prendre en compte, mettre en place les moyens pour protéger nos renseignements personnels, nos informations personnelles. Okay. On parle ces temps-ci beaucoup de empreinte numérique. Okay. L'empreinte numérique, c'est comme on parle aussi dans le cas de la police, empreinte judiciaire, c'est-à-dire c'est quoi, quand je parle d'empreinte numérique, c'est quoi mon statut sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est quoi mon statut sur Internet, dans les systèmes publics. Écoute, on sait que les gens, des fois, ils vont dans toutes les plateformes, ils créent des comptes, et puis après, ils oublient même si ça existe. C'est ça. Ouais. Des fois, c'est les gens aussi qui vont dans les systèmes, qui créent un compte, et puis malheureusement, le même utilisateur et mot de passe, c'est les mêmes qui sont utilisés dans tous ces systèmes-là. Ça ne marche pas. Okay. C'est aussi des gens, Jules, qui créent les comptes, et puis après, qui oublient si ça existait. Okay. C'est que toi, vous avez créé un compte 5 ans de cela pour tel service, et puis après, tu oublies sur ce site-là si tu avais souscrit à ce service-là. Et puis après, tu te rends compte, c'est quand on publie la liste des victimes de ce site-là, et puis tu vois ton nom là-dedans. Donc, tout ça fait partie des... Sinon, quand tu vois l'argent passer sur la carte de crédit, et là, tu te dis, bah... Donc, en termes de précaution, après, en termes de comment on peut améliorer son empreinte, la protéger son empreinte, c'est malheureusement, il ne faut pas avoir les mêmes mots de passe et les mêmes comptes d'utilisateurs dans tous les systèmes. D'où l'importance d'avoir un password manager. Exactement. Un book de password, qu'on dit en anglais, password vault, c'est que les gens, des fois, ils disent, mais comment je vais faire parce que moi aussi, je ne peux pas me rappeler de tous ces mots de passe-là. Je comprends. On ne peut pas avoir vraiment un mot de passe. On ne peut pas se rappeler vraiment de tous les mots de passe qu'on crée. Moi, je ne peux pas me rappeler de tous les mots de passe que j'ai sur tous les comptes. Ça prend, comme tu l'as dit, une voûte de mots de passe, ou ton password vault, qui permet de garder l'historique ou l'information sur tous les comptes et les mots de passe qu'on a enregistrés. Je pense Apple, comment il s'appelle, le Apple Keychain. Ouais, ça c'est aussi une autre façon de sécuriser le mot de passe dans un service. Est-ce que, mettons, moi, tous mes produits et tous les outils technologiques que j'utilise sont à peu près de Apple. Et moi, je tendance à pas utiliser le Apple Keychain. Ouais. Est-ce que je devrais commencer à utiliser? Parce que moi, j'utilise beaucoup de systèmes technologiques en ligne.
Moi j'irais quand même vers une solution qui peut supporter toutes les marques, tous les outils. Écoute, les vous de mot de passe là, on n'est pas une organisation, on est un individu, comme on en parle encore pour un individu. Il y en a de tout. Il y a KeePass, il y a LastPass, il y en a une myriade, une longue liste qui existe. C'est à toi de savoir quel outil utiliser et que tu fais bon usage. Pendant que je parle aussi d'outils de mot de passe, étant donné que l'outil aussi va avoir un master password qui va protéger tous les mots de passe de ce compte-là. Donc, ce master password-là, il faut s'assurer qu'on ne l'oublie pas. Si on l'oublie, ça veut dire ça va prendre quelqu'un pour casser le mot de passe. C'est possible, mais c'est du travail à se donner. Ça va du travail. Maintenant aussi, deuxièmement, il ne faut pas sauvegarder le mot de passe n'importe où non plus. Yes. Donc, c'est un mot de passe master, c'est un mot de passe maître. Donc, aussi, il faut le renouveler. C'est-à-dire, il ne faut pas l'avoir à vie. Donc, il faut aussi le renouveler. Donc, c'est des moyens pour protéger pour le compte, pour les services individuels dans une voûte de mot de passe. Pour les organisations, tu l'as dit, mais l'organisation qui a un système d'information, mais aussi c'est son travail de le sécuriser, c'est-à-dire de mettre en place un ensemble d'outils, que ce soit des outils pour protéger contre les intrusions du réseau, j'en ai parlé tout à l'heure, que ce soit des outils pour bloquer les attaques, comme on a parlé tout à l'heure, les attaques par hameçonnage, ok? Il ne faut pas négliger non plus pour les organisations. Il faut aussi beaucoup former les utilisateurs. Même si on forme, l'organisation va former ses utilisateurs, mais nous aussi, en tant qu'individu, il faut aussi nous former. Comment on sait comment se protéger si on ne sait pas c'est quoi la menace à laquelle on fait face, la vulnérabilité qui existe. Donc aussi, en tant qu'individu, en tant que personne, il faut faire aussi ce qu'on appelle la veille de la sécurité. La veille de la sécurité, c'est lire ce qui se passe dans les journaux, s'informer, s'abonner, tu vois, tous les moyens de trouver de l'information. Oui, je comprends ce que tu dis, mais j'ai toujours s'informer par rapport à ça, parce que dernièrement, j'écoutais une émission où on parle, et que la personne suggérait, il dit que si tu n'utilises pas ton Bluetooth, c'est mieux de le fermer, parce que c'est une façon que les gens peuvent t'attaquer. Ou sinon, même aussi, tu sais, il y a un aspect que les applications utilisent maintenant, le two-way authentication. Mettons, tu login et puis après ça, il t'envoie un code sur téléphone pour que tu puisses accéder à ton compte. Là, il confirme que c'est bien toi. Et je pense que dernièrement, sur Twitter, quelqu'un a perdu $100,000 comme ça. Là, tu parles de deux types d'attaques. Tu vois, la liste est longue. Tout à l'heure, j'avais dit que je ne pouvais pas toutes les citer, mais là, on en découvre d'autres. On en parle d'autres. Par exemple, la première attaque dont tu viens de parler, quand tu dis ne pas laisser le Bluetooth activé, là, j'ouvre une parenthèse. Là. Il y a une conférence dans le monde qui s'appelle Black Hat. Beaucoup d'autres aussi. Je pense qu'il y a un film qui s'appelle Black Hat aussi. Probablement. Tu y vas là, tu laisses tes équipements diffuser l'information sans fil. Donc, diffuser, ça veut dire envoyer le signal. Que ce soit par Bluetooth ou par Wi-Fi, t'es mort là. Il casse ton appareil tout de suite. Donc, l'attaque man in the middle, ou l'attaque de l'homme du milieu, c'est une attaque qui va suivre la communication qui passe sur le réseau. Il va renifler les paquets. Et puis, quand il capture les paquets, c'est pour voir ce qui se passe. Et malheureusement, Bluetooth, Wi-Fi, c'est toujours open. C'est pas open, c'est vulnérable. Donc, les gens peuvent aller casser les codes ou l'algorithme qui est utilisé pour protéger ces genres de protocoles-là. Donc, c'est-à-dire, il faut utiliser les dernières versions du protocole ou d'algorithme possible pour être mieux protégé. Parce que ces attaques-là sont... Écoute là. Et puis après, si tu n'utilises pas ton Bluetooth, si tu n'utilises pas ton sans fil, mets-le à off. Puis l'autre qu'on avait parlé tantôt, c'est l'attaque pour... le two-way authentication. Oui, l'attaque est pour l'authentification multifacteur, ou en anglais 2FA. Récemment, il y a une vulnérabilité qui est sortie et qui concerne pratiquement les FAI, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès à Internet. Ça s'appelle du SIM jacking. Ouais, c'est ça. SIM hijacking. Cette attaque
c'est une attaque contre l'authentification à deux facteurs. Bon, là, en sécurité, on encourage beaucoup les gens à configurer l'authentification à deux facteurs sur la majorité de vos services. C'est-à-dire, une façon de se protéger à quelqu'un d'aller deviner c'est quoi son mot de passe sur Hotmail, sur Facebook, ailleurs, c'est pour minimiser ça, c'est activer le 2FA, c'est-à-dire l'authentification multifacteur. Mais cette façon de se protéger aussi est aussi vulnérable. C'est pour ça qu'on parle de l'attaque SIM hijacking. Donc le SIM hijacking, comme je le disais tantôt, c'est une attaque qui va permettre à l'acteur malveillant de prendre le contrôle de ta carte SIM. Au lieu c'est toi qui reçois le texte, c'est lui qui reçoit le texte. Donc, il va essayer de deviner ton mot de passe, il rentre, ou bien il dit qu'il a oublié son mot de passe en utilisant ton service, et puis il va tenter un changement de mot de passe. Donc maintenant, le code va être envoyé à son téléphone. Donc si cette personne-là avait pu faire le hack de ta carte SIM, eh bien, il pourrait lui-même recevoir le texte, eh bien, étant donné qu'il avait déjà accès à l'environnement, il a demandé de changer un mot de passe, le code a été envoyé à toi, mais c'est lui qui l'a reçu, donc il y a toutes les informations pour prendre le contrôle de ton compte. Donc, malheureusement, cette attaque-là, je peux dire qu'il existe, mais les fournisseurs d'accès à Internet sont les premiers à minimiser le risque parce que tout simplement, étant donné que la carte SIM vient du fournisseur, ça peut être Rogers, Vidéotron, n'importe quel autre, donc il doit beaucoup nous aider à minimiser les risques. Maintenant aussi, en tant qu'utilisateur, on a notre travail à faire. Par exemple, tu te fais voler ton téléphone, tu as été en voyage, tu te fais voler ton téléphone, la carte SIM, ton téléphone volé, quand tu reviens dans ton pays, il faut que tu dises au fournisseur que tu as perdu ton téléphone, désactive cette carte-là. Parce que la carte SIM, même si... Alors, si tu perds ton téléphone, ta carte SIM est retrouvée, donc cette carte SIM peut être aussi utilisée contre toi. Donc, c'est demander à ton fournisseur aussi de réassocier, de réactiver une nouvelle carte pour toi et d'associer le numéro de la carte SIM à ton nouveau téléphone pour la rendre minimiser, pour diminuer le... Écoute, Blaise, on s'approche un peu plus de la fête. Et moi, ce que je voulais savoir, mettons là en ce moment, on voit que le fait qu'il y a toutes ces activités-là qui passent autour de la cybersécurité, c'est qu'il y a une opportunité pour un professionnel de se lancer là-dedans. Donc, mais je pense que aussi ça prend beaucoup de certifications concernant la cybersécurité. Est-ce qu'il y a des certifications de base? Mettons, pour moi, en tant que comptable, la certification de base, tu deviens CPA. Après, tu peux aller chercher plein d'autres choses à faire. Mais est-ce que pour la cybersécurité, il y a cette certification de base-là, c'est laquelle? Ouais. Par exemple, dépendant de ton profil aussi, avant de rentrer en sécurité, tu peux aller chercher la certification qui match ton profil. Par exemple, toi, tu es comptable. Mais les comptables, tu vas voir, ils vont être beaucoup vers la certification CISA, le CISA. Okay. C'est le Chief Information Security Administrator, Auditor. CISA. Il y a aussi le CISM. Chief Information Security Manager. Okay. C'est quand même beaucoup de gouvernance là-dedans, cette certification-là, parce que ton profil est un peu plus comptable. Les gens qui arrivent du domaine juridique aussi font cette certification. Okay. Ça ne veut pas dire pourtant, moi qui ai un profil technique, je ne peux pas le faire, mais tu vas voir que les gens qui ont un profil plus technique, pour commencer, étant donné qu'ils étaient toujours techniques, ils vont commencer avec du Security Plus. Okay. Ils vont faire CISSP. Okay. Ils vont faire aussi d'autres certifications dans les fournisseurs, dans les outils. Par exemple, là, les fournisseurs des outils, en général, qui vendent des solutions. Il y a aussi la certification dans tous les outils qu'ils mettent en place. Par exemple, là, si tu es intéressé au cloud, mais Amazon a aussi la certification pour le cloud. Azure a la certification pour le cloud. Par exemple, moi, j'ai quand même eu des postes en gouvernance de la sécurité. J'ai fait la certification CISO. C'est une certification qui prouve tes compétences en gouvernance de la sécurité. Mais attention, c'est pas seulement la certification qui dit que tu as toutes les compétences pour travailler en sécurité. Donc, ça prend aussi de la pratique. Par exemple, les gens disent, je vais me faire certifier, puis tout de suite, je vais avoir un job. Je pense qu'il faut faire quand même l'équilibre entre avoir la certification et avoir l'expérience. Des fois aussi, le profil académique peut servir aussi. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent juste apprendre par eux-mêmes et puis ils font la certification, ça suffit.
Maintenant, ça prend de l'expérience aussi. Donc, il faut garder l'équilibre quand même entre les études, la certification et le profil de source là qu'on peut avoir. Et là, ma question pour toi, c'est que dernièrement, tu as fait le saut vers l'entrepreneuriat. Pourquoi? Écoute, moi je suis très opportuniste. J'aime quand les occasions se présentent et puis je tombe là-dessus, je fais quelque chose. Écoute, je pense que ça fait quand même un bout que je pense à aller en affaires, à développer quelque chose par moi-même. Mm-hmm. J'avais une poste de responsabilité en sécurité. Mm-hmm. Il y a eu des changements dans mon poste quand même. Et puis je dis, c'est une belle occasion d'aller par moi-même. Mm-hmm. Mais deuxième raison aussi, on sait pertinemment qu'il existe une avalanche de possibilités en sécurité de l'information ces temps-ci. Donc, c'est pas pour rien que les organisations se font pirater, c'est pas pour rien qu'on parle beaucoup de vol d'informations, fuite de données dans les médias, ça veut dire qu'il y a quand même une belle opportunité. Maintenant, tout à l'heure, quand on a parlé d'opportunités d'affaires, quand on construit une entreprise, quand on bâtit une entreprise, on cherche aussi une occasion. Des fois, c'est pour aboutir à un rêve qu'on avait. Okay. Des fois, on identifie aussi le besoin. Moi, j'ai identifié pour l'instant le besoin. Je n'ai pas encore mis en place un outil. Je sais qu'il y a plein de possibilités sur les outils. Je vois encore le besoin d'encadrer les PME. Je vais là-dessus. Donc, je saute sur l'occasion. Je suis allé tout de suite. Et puis, aller aussi, devenir aussi entrepreneur, c'est quand même un bel exemple qu'on peut aussi donner aux gens qui n'y croient pas. Je pense que moi, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement pour les gens qui n'ont pas d'argent, c'est pas seulement pour les gens qui n'ont pas travaillé beaucoup. L'entrepreneuriat peut sortir de n'importe où, à mon avis. Okay. On voit l'opportunité, on a un rêve, on voit le domaine d'affaires à explorer, c'est une bonne occasion de se présenter et d'aller là-dedans. Moi, je ne dis pas pour autant que les gens qui travaillent comme salariés, qui sont permanents, qui n'ont pas fait le bon choix. Probablement, c'est leur choix. Je respecte cela. Mais aussi, il y a plein d'opportunités d'identifier c'est quoi votre idée d'affaires, c'est quoi l'opportunité qui se présente, tout de suite de mettre la main là-dessus et de s'en va vers ton idée d'entreprise. Donc, en ce moment, c'est le contexte autour de la cybersécurité offre cette possibilité-là pour quelqu'un de se lancer en affaires. Oui. Mais ça reste toujours que est-ce que ça demande toujours d'avoir l'expérience et les certifications, même si on se lance dans la cybersécurité en tant qu'entrepreneur? Oui et non, je peux dire. Par exemple, si tu as le profil technique, c'est quand même bien parce que tu vas être la personne qui bâtit ton entreprise et qui, en même temps, peut offrir les services ou parce que tu as déjà les compétences. Maintenant, si c'est quelqu'un qui n'a pas les compétences, ça ne veut pas dire pourtant c'est quelqu'un qui ne doit pas aller en sécurité. Par exemple, si c'est toi, ok, moi je vois un besoin là pour l'instant en sécurité. Là, je donne un exemple là. Ok. Étant donné que toutes les organisations se font pirater, donc ils doivent faire la réponse aux incidents. Yes. Et maintenant, si toi, Jules, en tant qu'entrepreneur, tu es capable de mettre en place un outil qui aide les organisations à faire de la réponse aux incidents, c'est une belle occasion de rentrer en affaires. Est-ce que cette personne-là est obligée d'avoir des connaissances en développement d'applications ou en sécurité? Pas du tout. Ça peut être juste une opportunité, une idée qu'elle voit, et puis après, elle constitue une équipe, on développe l'application. Donc, il y a plein de possibilités d'entrer là-dedans, pas nécessairement d'avoir un bagage ou un profil en sécurité au départ. Oh, c'est vraiment super. Donc, moi, j'ai de l'avenir en cybersécurité en ce moment. Donc, Blaise, on va terminer là-dessus. Et je pense qu'on peut parler beaucoup plus de la cybersécurité. Je pense que ça peut prendre toute une journée à parler de ça. Donc, merci d'être présent. Donc, merci à tout le monde qui nous a écoutés. Donc, on a eu ici avec nous Blaise. Et juste pour terminer, c'est quoi le nom de ta compagnie en ce moment que tu viens de lancer? C'est ça, j'ai lancé Yotasec, YOTTASEC.com. Donc, c'est une entité qu'on a mis en place pour adresser les risques de sécurité dans les organisations, surtout les PME. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci.